présentes encore? Non, en fait, je peux me... Te présenter, hein, si tu veux. Voilà. Mais en fait, je vais commencer par lire et après, je vais remercier. Je vais continuer. Abdelhadi يسارع دولة عظمى. في حياته ما قرأ ولا كتب. في حياته ما قطع شجرة ولا طعن بقرة. في حياته ما جاب سيرة النيويورك تايمز بغيابها. في حياته ما رفع صوته على أحد إلا بقوله تفضل ولا العظيم غير تتفضل. ومع ذلك وهو يحيا هدية خاسرة خلاته ميؤوس منها وحقه ذرة ملح سكتت في المحيط. أيها السادة، إن مواكلي لا يعرف شيئا عن عدويه، وأؤكد لكم إنه لو رأى بحركة الأنتربرايز لقدم لهم البيض المقلي ولبن الكيس. עבדאלהאדי נלחם במעצמה גדולה. בחיים שלו לא כתב ולא קרא. בחיים שלו לא כרת עץ ולא דקר פרה. בחיים שלו לא דיבר על הניו יורק טיימס מאחורי הגב. בחיים שלו לא הרים קולו על איש, אלא באומרו, תפדל, באלוהים הגדול נשבעתי, אתה חייב להיכנס. ולמרות הכל, העניין שלו אבוד. מצבו נואש, וזכויותיו הן גרגר מלח שנפל באוקיינוס. גבירותיי ורבותיי המושבעים, על אויביו מרשי אינו יודע דבר. ואני מבטיח לכם שאילו נתקל באנטרפרייז, היה מגיש לצוות ביצים מטוגנות ולבנה טריה ישר מן השקית. En fait, quand il m'a invité de faire cette série de rencontres, et je pensais, on va parler de quoi, on va commencer comment, je me suis dit qu'on ne peut pas en fait, présenter cette initiative et cette maison d'édition sans en fait donner un petit exemple. En fait, je crois pas, j'ai l'impression que la plupart d'entre vous comprenez ni l'hébreu ni l'arabe, mais la personne qui peut comprendre, en fait, c'est un très très joli poème de Taha Mohamed Ali. C'est un poète palestinien de Nazareth. En fait, il est de Safouri. C'est un village qui était vidé en 1948. Et ses habitants s'installaient à Nazareth. Et plus pas rentrer dans un quartier qui s'appelle en fait les quartiers des Safouriens. Je ne sais pas comment dire. Des personnes des Safouris. D'où on peut vraiment vu les villages. Mais lui-même dans un autre quartier de Nazareth parce que c'était trop dur pour lui de voir sa maison où il ne peut pas aller. Et en fait, cette poète, il est vivant, il a décédé il y a 5 ans, à l'âge presque 80 ans. Et il était presque jamais traduit vers l'hébreu. C'est-à-dire, et pour moi, quand on lit un poème comme ça, quand on le lit en arabe, et après quand on le lit en hébreu, ça donne beaucoup de sens. Ça veut dire, en fait, ça explique pourquoi en fait, cette initiative est importante pour moi. Et pourquoi en fait, c'est si important de traduire de l'arabe vers l'hébreu. Et de beaucoup de niveaux différents. Et en fait, d'abord, c'était la première chose, mais en fait, d'abord, je dois
remercier à Eileen, qui grâce à elle, on est là aujourd'hui, et grâce à ce projet que je trouve vraiment important et intéressant. Et en fait, je pense qu'on parle d'enseignement croisé, c'est-à-dire le rôle et la place de l'arabe dans le système scolaire israélien et le rôle des Hébreux dans le système scolaire arabe. On ne peut pas séparer la langue, c'est-à-dire l'enseignement d'une langue, de sa place dans l'espace public. C'est-à-dire, y compris la traduction, c'est-à-dire sa place per se, c'est-à-dire la langue arabe en Israël, la langue hébreu et dans le monde arabe, mais aussi la représentation de la langue, c'est-à-dire la traduction de la culture, les cinémas, les théâtres et tout ça. Je pense que c'est vraiment, c'est une chose, et on ne peut pas comprendre l'un sans comprendre l'autre. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre les problématiques de la traduction sans comprendre ça marche comment au niveau des enseignants, par exemple. Et évidemment, l'autre côté. Et c'est pour ça que j'étais très très contente de savoir que ce projet existe ici. Et je suis vraiment ravie d'avoir cette opportunité. Et j'ai un copain qui toujours, il répète un peu en blague, il dit qu'en Israël, même l'antisioniste sont sionistes, c'est-à-dire même la gauche radicale. Et pourquoi? Parce qu'il y a cette tendance toujours de détruire tout. On a cette tendance de détruire tout et reconstruire de nouveau. Et moi, ça fait maintenant 7 ans que je suis en France et toujours, je ne me sens pas super à l'aise quand je parle français, mais j'espère que vous pouvez me comprendre. Et une des choses pour moi que j'adore beaucoup dans la culture française, en fait, c'est la transmission. Et en fait, c'est Eileen qui m'a rappelé que moi, je n'ai jamais fait un vrai bilan de mon activité comme éditrice, ni en manière très simple, de faire un peu de documentation, vraiment un compte rendu et un bilan de notre activité, et vraiment, sauf un petit article, mais aussi réfléchir de manière un peu trop profonde sur la traduction en général, sur les problématiques qu'on a dans la traduction. Et je dois dire que même quand je vois, parce que maintenant il y a un petit vogue de nouvelles choses qui passent en Israël, et encore une fois, entre l'arabe et l'hébreu, et des fois j'ai l'impression, je me suis dit, mais c'est dommage, je regarde la traduction, et je me suis dit, c'est dommage, nous avons investi beaucoup, et on a vraiment investigué comment on traduit ça, comment on trouve le langage de la traduction arabe en hébreu. Et j'ai l'impression que cette expérience était complètement négligée et ignorée quand on est commencé. Et c'est pour ça que cette série de racontes, que j'espère qu'on va continuer, pour moi ça aussi c'était vraiment une opportunité importante. C'est un moment qui me donne, je peux réfléchir un peu, et j'espère avoir un échange avec vous qui m'aide un peu à développer des sujets. Et je vous remercie tous pour être venus, et surtout, comme je disais, à Eileen. Je vais commencer par me présenter. Et je m'appelle Yael. Et en fait, moi, je n'ai pas un parcours conventionnel d'une éditrice. En fait, j'ai fait mes études, c'était plutôt la philosophie, l'historie, des choses beaucoup interdisciplinaires. Et en fait, les choses qui étaient les plus marquantes
dans ma vie, c'est le militantisme politique. Je suis une militante politique depuis ma jeunesse, et toujours pour la justice et l'égalité en Israël-Palestine. Et pendant des années, des militantisme, et où j'étais assez centrale et tout ça, et c'est en fait, c'est un peu où, comme en tant qu'Israélienne, j'étais de toute petite minorité qui avait toujours un échange avec les citoyens palestiniens d'Israël, mais aussi avec des Palestiniens en Cisjordanie et Gaza, dans les territoires occupés. Mais tout cet échange était tellement, pour moi, ça m'a dérangé beaucoup, et en fait qu'il n'y a pas une égalité dans cet échange. C'est-à-dire qu'on a fait des actions politiques communes entre les Palestiniens citoyens d'Israël et les Juifs israéliens. On les fait toujours en hébreu. Parce qu'en Israël, 20% des citoyens sont palestiniens, c'est-à-dire des personnes avec l'arabe comme une langue maternelle. Et ils apprennent l'hébreu à l'école depuis le début, depuis l'âge de 8 ans. Et il n'y a pas, maintenant ça commence, mais il n'y a pas une université où on enseigne en arabe, c'est-à-dire on fait nos études universitaires en hébreu malgré la difficulté. C'est toujours difficile de le faire pas dans notre langue maternelle. Et après, quand on fait les actions politiques, les activités politiques, etc., c'est devenu évident qu'on les fasse en hébreu. En même temps, et ça je le trouve même plus bizarre, on a cet échange avec les Palestiniens de Cisjordanie, et on le fait en anglais. Et moi, je suis toujours, je suis gauchiste, quoi, ça veut dire cette histoire de l'anglais comme une lingua franca, et me dérange même maintenant en France, des fois. Mais aussi, comme les deux langues, l'hébreu et l'arabe, sont si proches, j'ai trouvé toujours un peu bizarre. À quelques moments, j'étais cofondatrice d'un mouvement politique où vraiment on a été très très peu de juifs israéliens et la majorité c'était les Palestiniens citoyens d'Israël. Moi j'ai compris j'étais dans les petits secrétariats des mouvements, on a été 10 personnes dans les meetings et on a parlé hébreu parce que c'était moi et encore un camarade de Michel Verchavski, on était là, tout le monde parlait hébreu. Et à cause de nous. Et après, je me suis dit, il y a un truc qui est bizarre ici, parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui c'est vraiment, ce mouvement représente d'abord leur agenda politique, c'est-à-dire que pour moi, c'est pour tout le monde, c'est-à-dire moi, c'est entre parenthèses, mais quand on parle ici beaucoup de fois en France des pro-palestiniens et des pro-israéliens, moi je suis toujours contre cette division, parce que moi personnellement, je suis pour tout le monde. Quand on a pour l'égalité, pour la justice, et en Israël-Palestine, on est pour tout le monde. C'est pas un match de football où il faut choisir avec quelle équipe nous sommes. Mais de toute façon, c'était clair qu'à quelques mois, on est devenu un parti politique, et c'est clair que nos électorats, c'est les Palestiniens citoyens d'Israël, et quand même, on a parlé en hébreu, on écrivait en hébreu juste parce qu'il y a quelques juifs israéliens qui ne parlent pas. À ce moment-là, je me suis dit, bon, je dois prendre l'arabe au moins pour avoir la possibilité de comprendre. C'est-à-dire pas beaucoup plus que ça, mais après c'était vraiment un accident parce que j'ai commencé avec un prof. J'ai appris, mais c'est une autre histoire, et peut-être on va parler de ça dans une de notre prochaines rencontres, mais moi je faisais un peu d'arabe au collège. En fait, c'était rien. En fait, dans une semaine avec un prof, on a rattrapé, on était plus avancé qu'après 3 ans d'études au collège, en
en Israël. C'est-à-dire c'est vraiment le niveau était différent. Et après ça, je me suis dit, bon, je suis allée pour un mois. Je me suis dit, parce que quelqu'un que je connais était allé en Égypte pour apprendre, faire les cours de manière normale, dans une ambiance qui est complètement rare. Je me suis dit, ah, quelle bonne idée. Je suis allée en Égypte pour un mois. Je restais pour une année. Et après, quand je suis rentrée en Israël, en fait, j'ai cofondé une revue de l'autre côté, dans les centres d'information alternative à Jérusalem, qui était encore une fois un truc commun entre les juifs et l'arabe, et en hébreu. Et après ça, on a décidé de faire notre parti politique et transformer, c'est-à-dire on a transformé le mouvement politique en parti politique, et moi je suis venue, je travaillais au fond, j'étais la porte-parole de la partie, je travaillais aussi à la Knesset, et tout ça en fait en arabe. C'est-à-dire, depuis, j'habite vraiment toujours entre les deux sociétés, entre les deux langues, et il y a toujours cette aller-retour. Et à quelques moments, c'est très important, c'est très intéressant de travailler dans la politique, mais à quelques moments, pour moi, c'est devenu très très dur au niveau parce qu'en fait, on confronte les problèmes quotidiens des personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles, qui ne peuvent pas aller faire leurs études à l'université, qui ne peuvent pas vivre ensemble après qu'ils sont mariés, et les choses comme ça. Et le racisme quotidien. Et je me suis dit, je dois faire quelque chose de différent. Et comme j'étais toujours, c'est-à-dire avant toute cette histoire d'arabe, j'écrivais, j'écris les critiques culturelles et tout ça, je me suis dit, et je dois faire quelque chose de différent. Et en fait, quand j'ai plongé comme ça dans la langue arabe, et en habitant dans un pays arabe, et avoir tout cet échange quotidien avec mes camarades, mes copines, mes copains et palestiniens, en fait, j'ai compris, d'abord, je sens toujours que j'avais vraiment la chance, c'est-à-dire d'avoir cette ouverture vers une autre culture qui était toujours là. C'est-à-dire, moi, j'ai grandi là-bas, je suis née là-bas, mes parents, ils sont nés en Palestine, ma grand-mère, elle a parlé yiddish comme langue maternelle, mais arabe comme la langue de la roue, parce qu'elle est des Safades. Et toute cette passée-là, j'étais complètement éloignée de cette histoire. On habitait c'est-à-dire, on vivait dans l'Hébron, et vraiment, tout ce qui est lié à la langue arabe, à la culture arabe, c'était dans un autre monde. Et ça, pour moi, c'est toujours, je trouve très très bizarre. Parce qu'en fait, quand on regarde, et je pense que c'est un regard qui est toujours important, quand on regarde d'Israël et Palestine, c'est n'importe quelle politique on a, ou quelle solution Et pour moi, c'est toujours important de regarder dans toute la Palestine historique ou d'Eretz Israël comme une place. Parce qu'en fait, ça fait presque 50 ans maintenant qu'on n'a qu'un pouvoir dans ce pays. C'est-à-dire c'est toujours sous un contrôle d'Israël. Et quand on regarde c'est qui habite là-bas, en fait on trouve qu'on a presque 50% des habitants des pays sont des Palestiniens. C'est-à-dire il y a des Palestiniens des territoires occupés, il y a des Palestiniens citoyens d'Israël, dans les territoires occupés c'est divisé entre les habitants de Jérusalem, les habitants de Gaza, c'est-à-dire chacun il y a un système un peu différent de droits et des introductions. Et quand on regarde la moitié juifs israéliens, et on trouve que presque 50% de ces juifs-là sont venus du monde arabe. Et en fait, on peut dire que la plupart, ça veut dire la grande majorité des personnes qui habitent entre la Méditerranée et le Jourdain, c'est des personnes qui, l'arabe et leur langue
maternelle ou c'est la langue maternelle de leurs parents, au maximum leurs grands-parents. Quand on pense à cette situation comme ça, c'est un peu étrange qu'en fait que l'arabe n'existe pas, que quelqu'un n'est comme moi, et j'imagine que c'est le même cas avec les 3 ou 4 Israéliens ici avec nous dans la salle. On a grandi vraiment particulièrement comme moi, comme lui, comme on a grandi à Tel Aviv. Et en fait, c'est... On ne raconte pas tout. En fait, c'est le secret. Et en fait, c'est un peu bizarre qu'on est dans les pays avec cette grande majorité de personnes d'origine arabe. Et la langue arabe et la culture arabe n'existent pas. Et en fait, et ça c'est lié aussi avec l'image d'Israël qu'on a ici en Europe, mais c'est aussi l'image que les Israéliens ont sur eux-mêmes. C'est-à-dire, on pense d'Israël toujours comme encore un pays européen. C'est pas rare de trouver personne à la télé en Israël qui dit nous, c'est le seul pays européen, ou nous, c'est le seul pays européen où les métros, où il n'y a pas de métro. Okay? Non, mais c'est pas un pays, c'est-à-dire ni géographiquement, mais ni aussi quand on regarde c'est qui la personne qui habite. Ça devient même plus fort quand on pense de la culture. Parce que si on fait un petit sondage ici, et c'est qui les écrivains israéliens que vous connaissez, en fait on peut le faire. Amos Oz, Yoshua, David Grossman. Quelqu'un d'autre? D'origine arabe, il y a Madalia, Henri Castelnau. Mais ça c'est vraiment correct. mais ça, On avait très bons enseignants, de très bons enseignants. Mais c'est vrai que bon, si on sort de cette salle et on pose la même question aux autres personnes, et la réponse sera toujours Grossman, Yoshua et Oz. Quand on parle des militants politiques, on va parler des Shlomo Zand, on va parler des Bourg, les personnes qui ont sorti du bouquin. Ils sont tous les hommes d'origine, les hommes blanches, laïcs, plus ou moins, d'origine ashkénaze. Et en fait, c'est très bizarre parce que pour nous, c'est ça les Israéliens. C'est qui les Israéliens? C'est qui la personne qui représente un Israélien? C'est cette genre de personnes. Et en fait, même moi-même, je suis pas un homme, mais je suis pas très loin de cette... Je suis laïque, je suis d'origine ashkénaze. Mais en fait, et en Israël même, quand on ouvre la télé, et maintenant c'est un peu mieux, mais c'est la personne qu'on voit tout le temps. On lit c'est qui écrit les tribunes dans la journaux, c'est cette genre de personnes. C'est toujours problématique, et même en France, ça veut dire cette histoire de représentation. Mais en Israël, je le trouve vraiment étonnant, parce que si on calcule vraiment, on trouve que les hommes laïcs d'origine ashkénaze, ils consistent genre 10% de la population. Entre la Méditerranée et le Jourdain, et peut-être, si on exclut les sujets, si on exclut les Palestiniens des territoires occupés en imaginant qu'il y a des frontières, peut-être ça sera 15% de la population entre les citoyens israéliens. On peut peut-être dans notre rencontre, on peut entrer dans les détails de cette calcul. Et avec tout ça, on a cette image de c'est un pays blanche, laïque et européen. Et ça affecte beaucoup au milieu culturel et à la culture qu'on peut trouver. Et moi, quand je fais ces démarches personnelles, c'est-à-dire traverser un peu le mur, et j'ai appris l'arabe, je vivais dans le monde arabe, je travaillais dans un milieu qui est complètement arabe. Et en fait, j'ai senti vraiment que ça me donne une ouverture extraordinaire. Et qui, comme je disais, c'est étonnant comment on ne l'a pas eu. Et au moment que je me suis dit, c'est du temps de faire un truc différent, je me suis dit, en fait, je dois
partager ma chance, cette opportunité personnelle que j'ai eue, avec mes concitoyens. C'est-à-dire, moi j'ai cette chance d'avoir cette ouverture, et je vais faire un projet où je peux exposer, je peux créer les liens et la traduction. En fait, je dois dire que quand je commençais, je suis allée voir du monde, quoi, avec l'expérience. J'étais jeune et j'ai rien compris, c'est quoi l'édition, la traduction. J'avais évidemment expérience parce qu'en fait, quand on travaille, quand on fait les campagnes électorales d'un parti politique, on a édité. Ça veut dire on publie au niveau des quantités de papier et des choses, mais évidemment, c'est pas la même chose. Et en fait, tout le monde m'a prévenu en disant ça ne va pas marcher. Et le public n'est pas prêt. Et quand je parle de tout le monde, je parlais avec quelques éditeurs israéliens, mais je parlais aussi, je suis allée voir Mahmoud Darwish, par exemple, les grands poètes palestiniens, qui me dit mais ça ne va pas marcher. Et en fait, il a répété la même chose dans quelques entretiens. Il disait les Israéliens, ils ne sont pas prêts de lire la littérature arabe en tant que littérature. C'est-à-dire, on va trouver des personnes qui veulent connaître l'ennemi, on va trouver les personnes de la gauche qui veulent faire la paix, et c'est pour ça. Mais moi, pour lui, c'était important, pour moi aussi, d'avoir des personnes qui vont lire la littérature arabe en même manière qui lisent la littérature française. Et je crois que ce sera jeudi, on va entrer vraiment les détails des chiffres, c'est quoi qui est traduit vers l'hébreu, de quelle langue, c'est quoi qui a été traduit exactement. Mais la première traduction de l'arabe vers l'hébreu moderne, c'était je crois en 1935, si je me trompe pas. Et en fait, jusqu'à qu'on a commencé, il avait que, je crois, moins que 40 ouvrages qui étaient traduits dans toute cette année. Moi, je commençais le projet à 99. C'est vraiment, c'est moi qui ai un ouvrage chacun. Et en fait, tout le monde m'est prévenu que ça ne va pas marcher, que je vais faire beaucoup d'argent, que les Israéliens sont prêts. Mais moi, je me suis dit, bon, ils ne comprennent rien, toutes ces personnes-là. Nous, on va faire tous de manière différente. Et parce que moi, j'ai eu toujours des problèmes. Ça aussi, on va débuter une séance pour ça, ou peut-être plus. Comment on traduit? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la traduction, des fois, qui sont liées au fait qu'on traduit pour faire la paix ou pour connaître l'ennemi d'un côté, qui est lié avec l'orientalisme, les célèbres orientalisme et les théories de Edward Said d'un côté, où on traduit de manière un peu bizarre. Et moi, je pensais, et on a essayé, j'espère qu'on a réussi, de trouver, comme je disais avant, le langage qui correspond à la traduction de la littérature moderne vers l'hébreu, c'est-à-dire parler arabe en hébreu. Et les faire tout le temps, c'est-à-dire avec les regards, c'est-à-dire pas d'un côté il y a cette spécialité d'arabe, comme la langue qui a dû être la lingua franca de la région, c'est la langue d'origine de tout le monde, c'est la langue qu'on ignore, même qui est si proche mais si éloigné, comme le nom du projet ici, mais en même temps, je pensais que le fait qu'on traite l'arabe différemment
notre traitement des langues européennes, l'anglais, le français ou le russe, ou je sais pas quoi, ça crée un problème. Parce qu'à la fin, ça doit être littérature moderne en hébreu. Et après, je pensais que c'est les libris d'un gène, et je pensais que nous, on va faire les trucs différemment, on va réussir tout ça. Mais aussi, c'était à 99, c'était le moment où il y avait beaucoup de mouvements culturels et sociaux entre les Palestiniens et les Israéliens. C'était après l'accord de Oslo, en 93. Et moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de doutes sur cet accord d'Oslo et beaucoup de critiques. Mais quand même, ça créait une ambiance où il y avait un peu plus d'ouverture qu'avant. C'est-à-dire, c'est juste une petite fête, mais juste avant l'accord d'Oslo. Et tous les sondages ont montré que les Israéliens ne veulent pas dialoguer avec les OLP. Juste après l'accord d'Oslo, la majorité était avec cette idée-là. C'est-à-dire, tout le monde disait les peuples palestiniens, ils n'existent pas. Après l'accord d'Oslo, ça a changé. Il y avait énormément d'argent qui était investi dans l'échange et les projets de dialogue. C'est-à-dire c'était l'argent de l'Union européenne, l'argent des Japonais, Américains. C'était toujours avec les titres people to people. C'est-à-dire peuple avec les peuples pour les peuples. Et l'idée, c'est d'avoir des rencontres, des échanges comme ça. Moi, je me suis dit, d'un côté, c'est dommage que cet échange en manière physique existe, mais toujours en anglais, mais on n'a pas cet échange culturel, ça veut dire qui sera un peu plus profond. Mais d'autre côté, le fait qu'on a eu cet échange, on a eu cette ouverture, et on a eu aussi un peu d'ouverture qui maintenant, elles reviennent, mais de manière un peu différente, dans l'espace public israélien, c'est-à-dire, on a commencé d'écouter un kultum. C'était, à ma jeunesse, c'était un tabou. C'est-à-dire, j'ai des copains de mon âge, plus âgés, qui ont leurs parents qui sont venus d'Irak, d'Égypte, etc., écouter, quand ils ont ouvert les radios pour écouter un kultum, les enfants ont complètement fermés, ça veut dire on ne peut pas, nous ne sommes pas arabes. L'année 90, c'était un peu différent. C'est-à-dire on avait cette ouverture, il avait un peu, c'est en même temps la création du mouvement juif arabe, c'est-à-dire les juifs mizrahi, qui assumaient le fait que nous sommes des juifs, qui on est venus du monde arabe. On avait cet échange, moi je me suis dit, c'est un climat qui peut, dans ce climat-là, c'est un projet qui peut marcher. Et on a commencé à travailler, et en fait aussi, un de mes idées, c'était de traduire en fait les romans. Parce que je suis dit, une vraie maison d'édition, c'est-à-dire si on veut vraiment vendre les livres, il faut traduire des romans, et il faut aussi trouver les balances, c'est-à-dire j'ai jamais, c'est une question de goût personnel, la littérature très très populaire ne m'a jamais intéressée, mais quand même l'idée c'était de traduire les choses qui sont accessibles, pas faire une petite maison d'édition trop élitiste qui fait les ouvrages très spécialistes, mais quand même les romans qui peuvent approcher au grand public, qui on peut peut-être les enseigner au lycée, c'était genre de truc. Et c'était le projet, et on a fait une petite liste, et qui c'était très, très marrant parce que la liste qui était composée des auteurs comme Elias Khoury, c'est un écrivain libanais, et Houda Barakat,
encore une écrivaine libanaise, Hanan Sheikh, et Taïb Salah, les Soudanais, Mohamed Choukri, Mohamed Barada, ils sont des Maghrébins, et Cyril Hosseini, c'est une Palestinienne, et j'ai oublié. Mais de toute façon, la liste était beaucoup plus longue. Et Jabra Ibrahim Jabra, encore un Palestinien. En fait, c'est une liste que j'ai composée avec des copains palestiniens. Et j'ai jamais pensé, en fait, j'ai dû voir c'est quoi les ouvrages arabes qui étaient traduits avant aux langues étrangères. Et j'ai pas fait cette recherche, mais en fait, on a tombé exactement. C'est-à-dire, en fait, tous nos ouvrages étaient traduits en français par Aktsud. On a tombé complètement par hasard dans les mêmes lignes éditoriales. Et moi, je suis venue ici à Paris pour voir Farouk Mardambey, c'est l'éditeur qui dirige Sindebad, la série Sindebad, la culture arabe chez Aktsud. Et je dis, écoute, Farouk, je suis venue, on a cette liste-là, mais peut-être toi encore des idées, mais en fait, il a regardé la liste, il m'a dit, c'est la liste qu'on pourrait composer, et en fait, c'est tous les ouvrages qui étaient publiés avant chez lui, avec une exception, et en fait, c'était les Babé Shams. En fait, j'ai oublié de sortir. Je n'ai pas amené tous les bouquins, une petite page. En fait, cette bouquin-là, ok. Oui. Non, mais on fait juste comme ça. Hacham, vous pouvez faire tous nos bouquins parce qu'on travaille avec très grands artistes. Et Sharif Ouaked, maintenant il est devenu un artiste international. Ils sont tous aussi gens d'or d'art. C'est-à-dire, peut-être, je vais amener encore des bouquins pour les prochaines, mais vous pouvez faire pareil. Venez ouvrir et voir de l'autre côté. C'est vraiment. En fait. Et en fait, ça c'était l'idée, mais après, en 2000, juste, je crois que c'était 2000 ou à la fin des 99, juste avant que l'intifada, les secondes intifada a commencé, et dans le gouvernement de Favex et de Ehud Barak, et Yossi Sarid de Meretz, et lui c'était le ministre de l'Éducation. Il avait traduit, il a fait naître dans les lycées des œuvres de Mahmoud Darwish. Oui, c'est ça, mais il n'a pas fait traduire, c'est exactement c'est lui. Oui, oui, c'est lui, c'est ça, c'est exactement ça dont je vais parler. En fait, lui, il a. En fait, ça faisait à l'époque beaucoup de bruit, mais en fait, il a entré des poèmes de Mahmoud Darwish. Il les a mis sur la liste des personnes qui font bac et L, dans la liste où les enseignants peuvent choisir, je ne sais pas, des 100 poèmes et 5 ou 10, j'ai oublié exactement, mais c'était vraiment pas obligatoire et c'était ok, mais c'était quand même intéressant et important. En ce moment-là, en arabe on dit Amadedunia. C'est devenu un scandale énorme, et tous les journaux, la télé, à la Knesset, les politiciens, tout le monde parlait de comment Yossi Sarid, quel scandale, et qu'il fait une démarche radicale comme ça, comment ça que nos enfants vont apprendre des poèmes qui étaient traduits de l'arabe. Et je dois vous dire, moi je ne suis pas sûre qu'il y a une école en Israël où vraiment ils ont enseigné des poèmes. Oui, mais le scandale était énorme. En même temps, on ne pourrait pas trouver les textes de Mahmoud Darwish. C'est-à-dire, on a parlé de Mahmoud Darwish partout, mais on ne pourrait pas. On n'a pas pu trouver les textes dans les librairies, et même
aux bibliothèques. En hébreu, tu veux dire. En hébreu. C'est-à-dire, on parle, ça veut dire ces personnes qui ne parlent pas arabe, on ne pourrait pas trouver. C'était avant l'Internet. On ne pourrait pas trouver, c'est-à-dire l'Internet et le net existaient, mais ce n'était pas accessible comme ça, on ne pourrait pas googler Mahmoud Darwish et trouver quelque chose. Et à l'époque, il n'avait rien, c'est-à-dire, il avait avant, je crois, une collection, un accueil de quelques poèmes, qui était imprimé presque dans un petit éditeur qui est complètement disparu, et rien d'autre. À ce moment-là, un de mes traducteurs, Mohamed Hamzi Ranaya, qui depuis, malheureusement, il a décédé, il me dit, mais tu sais, elle, lui, il était en train de traduire un roman de Hanan Esher, l'histoire des Zahra. Et il me dit, mais tu sais, moi, j'ai déjà traduit. Et en fait, j'ai dans mon tiroir une traduction de Mahmoud Darwish. Je ne sais pas, en fait, c'est écrit, mais moi, j'ai un problème avec mes... Parce que je pensais de parler comme ça. J'ai complètement perdu mes... En fait, c'est pourquoi à tout laisser les chevals à sa solitude. C'est le titre en français de cette recueil de poésie. Et en fait, on a dit, si c'est le cas, il y a ce scandale-là. On a travaillé de manière très très intensive sur la traduction. Il fallait vraiment... Il fallait même décider très rapidement ce sera quoi les noms de la maison d'édition, on va faire quoi exactement, et les formats des bouquins. On a vraiment travaillé de manière très très intensive parce qu'on a dit c'est important d'avoir un texte comme ça quand il y a un débat énorme. Et en fait, les bouquins étaient magnifiques. Mais on avait très très peu de lectures au début. C'est-à-dire au moment qu'on a publié les livres, après un débat qui était partout dans les journaux et tout ça, en ce moment-là, le bouquin est sorti, on a eu presque pas de critiques. Après, ça a changé avec notre... mais c'est-à-dire, tout le monde a parlé de Mahmoud Darwish pour et contre, je ne sais pas quoi, sans lire les textes, mais qu'on a donné, ça veut dire le texte était là et sur la table, en fait personne n'a parlé des textes, ou presque personne. C'était marquant, c'était une bonne leçon que j'ai pas vraiment compris que ça marchait comme ça, mais c'était une bonne leçon. J'ai quelques citation quand il avait ce débat sur Yossi Sarid et Mahmoud Darwish. Et à l'époque, le premier ministre, Ehud Barak, lui, il a déclaré, il disait, la société israélienne n'est pas encore mûre pour étudier les poèmes de Darwish. Et après, il y a Zohar Shavit, c'est un professeur de la littérature hébreu, et à l'époque, elle était chargée d'un grand projet dans le ministère de la Culture. Et elle, en Israël, c'est une gauchiste, plus ou moins, ça veut dire, je crois que c'est... Elle disait, avant de nous inquiéter de ce que les enfants d'Israël connaissaient Mahmoud Darwish et Sami Michael, c'est un écrivain israélien d'origine irakienne, qui certes mérite d'être connu d'eux, il serait bon qu'ils connaissaient les patrimoines culturels israéliens, de Bialik, de Yehuda Amichai, en passant par Agnon. Et ça, c'était une responsable d'un grand projet dans le ministère de la Culture qui disait clairement, en fait, on n'a pas besoin vraiment de Darwish. Et de toute façon, cette affaire, c'était vraiment marquant, intéressant. Et
c'était aussi, ça nous poussait à travailler rapidement. Et les bouquins étaient là, on a dit ok. Et après, c'est-à-dire tout de suite, il n'avait pas beaucoup de critiques et tout ça, mais après, c'était très bien vendu pour la poésie, parce que la poésie partout, c'est-à-dire c'est tous les pays du monde, ça veut dire même quand c'est des grands pays, des petits pays, etc., on imprime 1500 exemplaires et normalement on les vend et c'est tout. Et ce bouquin-là, on a imprimé des fois. Et mais Mahmoud Darwish, c'est exceptionnel, même en France, c'est exceptionnel pour beaucoup de raisons. J'espère qu'on va voir, peut-être on va déduire un raconte. On parlera de la traduction de Darwish et la place de Darwish dans la société israélienne. Mais de toute façon, on a commencé par ça. Je vais juste par rapport de Darwish, parce que je vais citer, c'est encore une citation de en fait Sharon, Ariel Sharon, qui était aussi la première ministre israélienne. En fait, c'était dans une interview en Israël, les politiciens, ils ne parlent pas beaucoup avec la presse. C'est-à-dire les premiers ministres et tout ça, c'est une culture un peu différente. Mais quand il y a la première année, c'est-à-dire quand c'est des occasions, des grandes occasions, il fait beaucoup des entretiens. Et c'était pour les journaux Les Maarif. En fait, l'année avant, apparemment, chaque fois, on pose beaucoup de questions, et après, il y a cette question très célèbre, et en fait, on les pose aussi en France, et vous lisez quoi? C'est-à-dire, c'est quoi la dernière roman? Et en fait, des fois, ça arrive, j'imagine que ça arrive aussi, qu'en fait, ils répètent. En fait, il y a des leaders qui répètent chacun, en fait, ils ont besoin de 15 ans et lire, c'est toujours le même roman. Ça arrive. Bref, le journaliste est prêt, en fait, il a posé la question, avez-vous déjà terminé la lecture des Fontanelles de Meir Shalev? Meir Shalev, c'est un écrivain israélien. Et Sharon, il a répondu, il ne me reste qu'une petite partie. Et j'ai eu quelques difficultés avec ces livres au début, mais ensuite, j'ai découvert que c'est un livre exceptionnel. Et le journaliste continue, Meir Shalev ne compte pas parmi vos admirateurs. Et alors, j'ai aussi lu les livres de Mahmoud Darwish et même dialogué avec son poème sur le cheval abandonné. Et je l'envie pour ces rapports qu'ils ont à la Terre. Et moi, je trouve très intéressant, mais je trouve qu'après d'avoir cette lecture d'Ariel Sharon et 5 ans, et après l'édition de ces livres, mais en même temps, on est toujours dans le cadre, dans l'encadrement de connaître l'ennemi. C'est-à-dire, et dans ces trucs, de toute façon, on a publié ça, et après on a publié encore un recueil de Mahmoud Darwish qui est dans la salle et État des sièges, qui en fait, quand je l'ai lu pour la première fois, je me suis dit, en fait, il a dû l'écrire en hébreu. C'est-à-dire, en fait, c'est un grand poème. Et lui-même, parce que Mahmoud Darwish, il a pu lire l'hébreu. C'est-à-dire, il a parlé pas très bien parce qu'il a quitté le pays à, je crois, 75, mais quand même, il pu lire. Et en fait, il m'a dit, en fait, la traduction
est meilleure que l'original. Mais la raison pour laquelle moi je ne pense pas que la traduction est meilleure que l'original, mais on a cette impression que c'était écrite en hébreu, parce qu'en fait, il parle aux Israéliens. C'est-à-dire c'est un ouvrage qui parle aux Israéliens. Et ça aussi, c'était vraiment pour nous nécessaire. C'est-à-dire quand j'ai lu. Et en fait, État des sièges, la traduction vers l'hébreu, c'était la première traduction au monde. C'est-à-dire on a été vraiment très très rapide après que l'ouvrage, parce que c'était en 2002, c'était au milieu des sièges à Ramallah, il a publié ça. On l'a lu, on a dit on doit les traduire et les publier. Et sinon, on a eu ce projet de Taha Mohamed Ali, que j'ai lu au début. Et ça, c'était un projet un peu personnel, et particulièrement, moi j'ai connu cette poète qui n'était pas si connue, et au monde arabe, il n'est pas encore très connu, mais il n'est même pas dans les Palestiniens. Il a sorti ce bouquin. Moi, je l'ai connu par Sharif Ouaked, l'artiste qui nous fait tous les graphismes et les designs de nos bouquins. Et après, et ça c'est vraiment la chance, et parce que lui il était traduit très peu dans les revues littéraires et les journaux, des trucs comme ça vers l'hébreu, particulièrement par Anton Chamas. Anton Chamas, qui j'espère toujours, en fait, on l'a invité à cette série de rencontres et il ne peut pas venir, mais si jamais on va continuer peut-être l'année prochaine, et ce sera la chance. C'est un grand écrivain palestinien et qui a publié un roman en hébreu il y a presque 30 ans, qui était à l'époque, il a eu un très grand succès. C'est traduit vers beaucoup de langues. Il a gagné, c'était la meilleure roman, c'était dans la liste des meilleurs romans d'année à New York Times. Vraiment, il a eu un succès. Et lui, en fait, après une présence très très importante dans l'espace public israélien, et l'espace culturel, mais aussi l'espace politique, pas en tant que membre d'un parti politique, mais quelqu'un qui écrit, qui participe au débat, etc. Il a quitté le pays. Et moi, parce qu'après avoir connu Taha Mohamed Ali, je pensais qu'il faut lui traduire vers l'hébreu, on a dit, c'était clair que ça doit être Anton Chamas. Et je pense que j'ai eu 6 mois d'échange par mail avec lui pour lui convaincre de revenir vers la traduction vers l'hébreu, de faire quelque chose en hébreu. Et moi j'ai l'impression, et chaque fois quand j'ai un échange avec lui, à la fin il était convaincu, mais ça a pris quand même 6 ans et avant qu'on pourrait publier cette traduction. Et j'ai toujours l'impression que d'un côté, on a été très fiers et on a sorti cette bouquin, c'est une édition qui est là et bilingue. Mais en même temps, je crois que pour lui, c'était un peu pénible de revenir et de faire cette travaux. Et Taha, c'était aussi pour nous exceptionnel parce que c'était la seule écrivain citoyen d'Israël qu'on a traduit. Et c'est pour ça qu'on a pu avoir des événements. On a fait beaucoup d'événements littéraires avec lui, et des soirées avec des autres poètes, et des soirées avec des comédiens. Et avec lui-même, on a lu ensemble la poésie en arabe et en hébreu. Et c'est aussi parce que, et ça, c'est encore mon sujet dont on va parler dans encore une rencontre, il y a toujours cet espace très très difficile, particulièrement après 2000, parce que nous on a commencé à 99, mais à 2000 tout a changé avec l'intifada. Et en fait, toute cette histoire de coopération, des meetings, des people to people était complètement arrêtée. Et c'était avec une position palestinienne qui disait
en fait, on ne peut pas avoir cet espace normal de relations, de coopération, quand il y a cette occupation très forte. On ne peut pas continuer. Mais quand il s'agit des citoyens d'Israël, c'est un peu différent. C'est-à-dire, nous, on n'a jamais essayé de faire venir Mahmoud Darwish et faire une soirée avec lui. Parce que c'était exactement cette normalisation et contre laquelle nous sommes aussi. C'est-à-dire pas que la société civile palestinienne. Mais avec Taha, c'était une opportunité, peut-être, il faut... Maintenant que je parle, en fait, je pense que c'est un livre qu'on peut faire 30 racontes différents parce qu'il y a tellement de sujets, mais c'était aussi très, très intéressant comment elle était acceptée, comment elle était invitée. C'était quelqu'un, à l'époque, je crois qu'il avait déjà 75 ans, qu'il n'a jamais, avant, lu sa poésie devant le public juif israélien. Et c'était une expérience toute nouvelle, mais on est au demande. C'est-à-dire, on a fait, je crois, une dizaine, peut-être 15 événements différents, qui étaient toujours très intéressants, très grand succès. Mais encore une fois, on n'a pas vraiment réussi de sortir de nos cirques. Des cirques de personnes qui veulent faire la paix, qui est un peu plus intéressées. C'est un peu, mais pas trop. Moi, je vois qui... On va laisser peut-être oui, c'est ça. une demi-heure. Oui, ok, je le considère. Bon. Et après, de toute façon, j'espère que c'est intéressant. C'est juste le début. Vous allez venir aux autres et on va continuer. Je vais juste donner un petit... Donc, juste moi, des questions techniques. Combien d'exemplaires sont tirés à la première édition? Est-ce que c'est convenu ou est-ce que c'est... Est-ce que vous l'avez fait comme dans d'autres maisons d'édition? En fait, c'est ça. À l'époque, maintenant c'est complètement différent en Israël parce que tout le monde des livres, le monde d'édition est complètement changé. C'est-à-dire on lit mois et mois et on imprime mois et mois. À l'époque, en fait, c'était ça. Et moi j'étais très prudente, heureusement, mais pas toujours. Mais c'est normal en Israël pour les trucs comme la poésie et un bouquin, parce qu'en fait, à l'imprimerie, c'est normal de faire 1000 exemplaires et des fois 1500. À l'époque, quand on a commencé à 2000, quand c'était la littérature, par exemple, dans les séries comme chez Amouvet, des Sifri Alam, c'est-à-dire quand c'est la traduction de qualité chez un éditeur respecté, qui nous, on a été très respectés, on a essayé de faire pareil, c'est-à-dire au niveau de tout le travail technique, c'est-à-dire on a mis vraiment un barème très haut. On pourrait quand même des fois imprimer 3000 et 5000 exemplaires. Nous, on n'a jamais arrivé à ça. C'est-à-dire, même quand j'étais très optimiste, et c'était mon erreur à moi, j'ai fait cette erreur-là dans une chose qui n'a rien à voir avec la littérature arabe, et on a traduit à 2009, et en fait c'est le dernier ouvrage qu'on a fait, et Naomi Klein, l'écrivaine canadienne, on a traduit, c'est-à-dire c'était un cadeau qu'elle m'a proposé de lui traduire, et la stratégie de choc, et nous on a pensé que ça va faire vivre la maison d'édition, parce qu'à ce moment-là, je n'ai plus les moyens pour continuer, financiers. Et on a pensé, elle, ce sera un best-seller, c'est-à-dire c'est et avec les revenus qu'on va avoir de ces bouquins-là, on pourra continuer à traduire des nouvelles choses d'arabe vers l'hébreu. Et tu es très sûr, parce qu'avant, elle a vendu 15 000 exemplaires ou un truc comme ça. Et moi, j'étais un peu prudente, mais on a quand même imprimé 5000 exemplaires, qui pour Naomi Klein, c'est pas beaucoup. Et en fait, on ne l'a pas vendu. Ça veut dire qu'on a vendu que 1500. C'était horrible. C'était vraiment une catastrophe de tous les niveaux. Et tous nos autres ouvrages, avec cette être prudente et imprimer 1500 exemplaires, en fait, la plupart de nos ouvrages
on n'a pas vendu plus que 500 exemplaires dans les marchés. Y compris le fait que, pas avec les premiers bouquins de Mahmoud Darwish, mais après, on a continué. On avait un retour magnifique de la critique. C'est-à-dire, par exemple, on a publié La Porte du Soleil d'Elias Khoury, Babé Shams, qui c'est un roman qui parle de la Nakba, de la Palestine et tout ça. Et ça aussi, c'est un peu qui me rend un peu triste, parce qu'en fait, notre succès, c'était toujours quand c'était tout très, très politisé. C'est-à-dire qu'on a traduit Hanan Sheikh, qui parle des femmes au Liban, etc. Je crois qu'il y en a Houda Barakat, qui parle des guerres civiles au Liban. On a eu genre 20 critiques, c'est-à-dire dans tous les journaux. Parce qu'à quelques moments, au niveau de la critique, tout le monde était convaincu que c'est très intéressant. On a eu des très bonnes critiques, parce que c'était vraiment des trucs de qualité, on ne peut pas l'ignorer dans la presse. Mais ça n'a pas marché dans les librairies. Par contre, quand on a parlé, ça veut dire Mahmoud Darwish et Tam Mohamed Ali pour la poésie, ils sont vendus de manière énorme. Mais c'est des Palestiniens qui parlent des Nakba, des sièges, et c'était pareil pour Babé Shams. Babé Shams, à la fin, c'était pas tout de suite. On a imprimé 1500 exemplaires, ça a pris une année. Mais après, on a réimprimé. C'est-à-dire, à la fin, on a vendu genre 4000 exemplaires. Je pense que c'est 2500 dans les marchés, parce qu'on a trouvé d'argent, on a trouvé des personnes qui ont acheté d'éditions pour distribuer, pour le diffuser dans toutes les bibliothèques publiques, c'est-à-dire les bibliothèques des lycées et les bibliothèques comme ça. Aussi, on a appris beaucoup, parce qu'on l'a fait des fois, on l'a fait en 2003, je crois qu'il a eu en Israël 1600 bibliothèques, et en 2006, c'était que 1000 bibliothèques. C'était assez étonnant de voir comment dans 3 ou 4 ans, le nombre de bibliothèques était réduit de manière drastique. Ça, c'est encore une histoire intéressante, parce qu'en fait, après avoir reçu le livre dans les bibliothèques, un membre de Knesset de l'extrême droite, il a posé une question à la ministre de l'Éducation à l'époque, Limor Livnat, en disant comment ça, qu'il y a cette bouquin, et en fait il a parlé d'état des sièges de Mahmoud Darwish, qui est là. C'est dommage, mais peut-être on va revenir avec la traduction vers le français aussi pour avoir un peu accès au texte. Mais il m'a dit, c'est comment ça qu'il y a des livres qui incitent pour les mères des juifs dans les bibliothèques. Incite à Toi les juifs. Mais il a parlé vraiment des mères. Et en fait, c'était pour des raisons techniques, parce que quand on fait ces démarches de questions au Parlement, en fait, normalement, ça entre dans les protocoles, ça entre dans les Knesset, mais parce que c'était le mois de juin, c'était trop tard, elle n'a pas répondu. En fait, on l'a trouvé complètement par hasard. En fait, c'est des copains qui m'appelaient, qui travaillent dans mon parti politique, et disaient, tu sais qu'il a eu cette question à la ministre. Et en fait, la ministre, elle a répondu en manière qu'en fait, on a vérifié ça, et c'est vraiment très grave, qu'il le bouquin, il est partout. Et l'édition andalouse, moi j'ai oublié de parler de ça, mais on va parler peut-être à une autre occasion, pourquoi on a choisi le nom andalouse pour la maison d'édition. C'est un peu évident, en fait, mais quand même. Et l'édition andalouse, elle profite de notre démocratie pour diffuser la haine, un truc comme ça.
Et en fait, mais ce qui est très intéressant, après elle disait, elle a donné une liste de mesures concrètes qu'il va faire, c'est-à-dire, il manque, c'était ma mère qui m'a dit ça à l'époque, il manquait l'instruction comment on construit le feu pour brûler les livres. C'était ça, en fait, on va chercher les livres, on va voir, il existe dans quelle bibliothèque, on va les sortir, on va donner l'instruction et tout ça. C'est vraiment très très grave. Et moi, quand je l'ai eu, comme c'était pas publié, parce que c'était les vacances, je me suis dit, ah, c'est intéressant, on pourrait le donner à la presse. C'est-à-dire, ça pourrait être un scandale international. C'est-à-dire, je pourrais l'imaginer sur la une de Le Monde. Le ministre de la Culture israélien sort des bouquins de Mahmoud Darwish et des bibliothèques. Mais, en fait, et après, je pensais que peut-être il faut faire les mesures juridiques, un truc comme ça. Mais j'ai appelé Mahmoud Darwish, j'ai dit, écoute, c'est ça qui arrive. Je parlais avec Anton Chamas aussi à l'époque. Il était trop fatigué de ce genre de scandale. On dit, mais elle, laisse, on n'a pas d'énergie. Non, non, vraiment, c'est trop. Et après, toutes ces journalistes internationaux. Mais en même temps, je me suis dit, c'est intéressant. C'est quoi qui passe vraiment sur le terrain? En fait, on a appelé les bibliothèques parce qu'il y a quelques moments, qu'on a envoyé des bouquins, on a envoyé un questionnaire avec. Et on avait un retour assez important des bibliothécaires, c'est-à-dire qui nous dit on doit avoir encore des bouquins, pas tout le monde, mais entre 1000 et peut-être il avait 100, 150 qui nous écrit. En fait, on a appelé des personnes qui étaient les plus positives en disant, en fait, on devait savoir c'est quoi qui passe avec nos bouquins, est-ce que vous avez reçu des ordres? Personne. Rien. Et en fait, on avait un retour différent. C'est-à-dire, c'était pas... Des fois, c'était moi, mais c'était des copains profs qui travaillent à l'école, qui étaient allés voir la bibliothèque à l'école. En fait, ils disent non, mais en fait, chez nous, en fait, les profs d'histoire, géographie, les profs de lettres, ils les utilisent. En fait, on a vu qu'en fait, les bouquins... il fasse quelque chose, c'est-à-dire il y a quelque chose qui arrive avec ces bouquins de la bibliothèque, et sinon, rien. Et en fait, il y a une personne qui nous avait dit, en fait, on a reçu quelque chose qui peut être lié. En fait, ils ont reçu un mémo de la ministère qui disait, parce qu'elle, comme la ministre de l'Éducation, c'était que pour les bibliothèques scolaires, c'est-à-dire elle ne pourrait pas sortir des bouquins de la bibliothèque municipale. Mais... Et en fait, qui est écrit, en fait, quand on reçoit des cadeaux, il faut être prudent. Un truc comme ça. C'est-à-dire, il faut vraiment contrôler au niveau. Et en fait, c'était une lettre avec laquelle moi j'étais tout à fait d'accord. Je ne pense pas que la bibliothèque doit recevoir tout cadeau et le mettre. Bon. Et en fait, après, j'ai parlé avec la responsable, j'avais qui était un peu paniquée, parlait avec moi, la responsable dans le ministère, et apparemment, ils ont reçu des ordres, mais après, comme ça arrive beaucoup de fois, il y a les politiciens qui parlent vraiment de manière très, très populiste, et des fois, c'est vraiment qui incitent. Et il y a cette dame-là, je crois qu'elle était même religieuse, mais c'est la responsable, qui a traduit, qui a transformé les ordres sur un truc qui a, ça veut dire personne qui a reçu cette lettre n'a pas pensé de sortir le livre d'Andalous et de son bibliothèque. Et ça, c'était une expérience assez importante. En bref, c'est-à-dire, on a publié à la fin 20 traductions de l'arabe, peut-être un peu moins, de l'arabe vers l'hébreu. Au niveau des pages, ça veut dire jusqu'à maintenant, notre travail, c'est la majorité de la traduction de l'arabe vers l'hébreu. C'est-à-dire parce qu'on a traduit vraiment les romans, mais on n'a pas réussi. C'est-à-dire, on avait
de retour bien, la critique, on a trouvé l'argent pour, ça veut dire les bouquins, ils sont dans les librairies, il y a des impacts, il y a un impact sur la création des générations et des écrivains, des poètes mizrahi, juifs arabes, qui c'était important pour eux d'avoir cet accès à Mahmoud Darwish, à Mohamed Ali, à Elias Khouri. Mais sur le fond, on n'a pas réussi avec tout ce boulot, et moi je déduis, c'est-à-dire beaucoup des efforts, et on a perdu beaucoup d'argent sur ça. On n'a pas réussi de construire d'abord un public, et on n'a pas réussi d'avoir un traitement, et on n'a pas réussi de créer un rapport avec la littérature arabe en hébreu qui sera pareil au rapport qu'on a sur la littérature française en hébreu. C'est ça, on n'a jamais traversé cette mur-là. Et ici, c'est vraiment la question, parce que c'est-à-dire qu'on fait quelque chose et on le fait en manière, il faut le faire comme il faut, quoi. C'est-à-dire, moi, quand j'ai choisi la liste de nos bouquins, mes critères, c'est d'abord la qualité littéraire et le potentiel de les faire diffuser, c'est-à-dire de retrouver des publics. Je n'ai pas pensé d'une ligne politique. Et après, quand on le fait, c'était très important pour nous, comme je disais, de ne pas avoir de fautes, de faire des trucs qui ont, même en manière de forme, et seront vraiment... Bon, essayons d'avoir un genre de trucs de haut niveau. Mais tout ça était toujours, ça veut dire toujours, j'ai eu cette idée-là. C'est-à-dire, d'un côté, je parlais que je suis contre la normalisation, mais de l'autre côté, en fait, on a voulu normaliser l'existence de la culture arabe entre l'hébreu. Pas en ignorant de l'occupation, en ignorant de la colonisation et la situation extérieure, mais quand même, c'est-à-dire de faire un genre de changement intérieur dans la société israélienne qui sera avec un genre de correspondance à cette situation où, comme je disais au début, ce qui est 10% de la population, c'est cet homme blanc, laïque, etc. Et non, malheureusement, pour moi, le bilan à la fin, c'était ok, quelques succès, c'est intéressant. Et moi, en manière personnelle, pour moi, c'était vraiment la chance. C'est-à-dire une opportunité. Et quand je dis, je parlais avec Mahmoud Darwish, je lui dis, pour moi, c'était la première fois, ma première rencontre avec une personne comme Mahmoud Darwish, c'était, moi, je ne crois pas que je suis là, que j'ai la chance d'avoir un échange avec un grand poète comme lui. C'est-à-dire, et c'était pour moi une expérience très, très enrichissante. Mais, en tant qu'un projet, c'était trop difficile. Et à quelques moments, on a dû arrêter parce qu'il fallait vraiment nourrir ce projet-là. C'était très, très difficile de trouver l'argent public. C'est-à-dire, en Israël, évidemment, on ne pourrait pas avoir l'argent public, mais aussi tout cet argent public de l'Union européenne dont je parlais au début. Et on a essayé beaucoup de fois, on a très très peu réussi, mais c'était très compliqué à la fin parce qu'on a dû dépenser beaucoup d'argent à nous pour avoir les soutiens. À quelques mois, je me suis dit, bon, on va voir, on va arrêter pour un petit moment, on va réfléchir. Et après tout ça, on a eu cette expérience avec Naomi Klein, qu'on a pensé que c'est ça qui va... Et c'est complètement par hasard, le bouquin est là, parce qu'il doit, là. Il faut choisir soit le bouquin, soit le vidéo. Et en fait, et ça, comme je disais, c'est pas marché, c'est un peu... C'était au moment qu'elle est sortie chez nous, elle était traitée comme une traite.
Et elle a arrêté d'être cette écrivaine qu'on aime beaucoup. Et même dans les librairies et tout ça, c'était aussi évidemment parce qu'on a sorti les bouquins avec. Elle est venue et elle a eu des déclarations politiques, et c'était pas par hasard qu'elle a choisi d'être publiée chez nous, mais de toute façon, ça doit être notre grand cadeau, qui grâce à elle, on pourra continuer à publier encore des livres, et ça n'est pas arrivé. C'est juste, je vais donner encore un tout petit exemple. Et quand je parlais de cette histoire des bouquins qu'on a réussi, quand il s'agissait de trucs qui sont beaucoup plus politisés qu'ailleurs. Par exemple, Elias Khoury, Porte des Soleils, comme je disais, c'était notre best-seller à nous. On a imprimé 4000 exemplaires. Et 2 ans, je crois, 3 ans après, on a publié Yalo. Yalo, c'est un roman magnifique. C'est vraiment. Et je vous recommande tous à les lire. Et c'est vraiment un chef d'œuvre de littérature. Et en fait, on avait beaucoup de. Pour les critiques, c'était beaucoup plus facile d'écrire pas sur les trucs qui est politique, entre guillemets. C'est-à-dire les trucs qui touchent des conflits. Il y en a beaucoup de critiques, mais vraiment magnifiques. Et après, même quand on était dans le salon des livres, il y a des gens qui ont dit « Ah, c'est votre nouvelle best-seller. » Mais en fait, rien. On n'a pas réussi à vendre même 1500 exemplaires. Et ça, avec beaucoup de critiques, avec beaucoup... Et c'était toujours, on était ça. Et moi, c'est-à-dire, on a arrêté, c'est-à-dire, Andalus, la maison d'édition, elle existe toujours comme structure, mais on a arrêté de publier de nouveaux bouquins. Ça existe comme structure parce que pour moi, c'est important que les personnes qui souhaitent d'avoir des livres, ils peuvent l'acheter à la librairie. C'est-à-dire, il y a toujours chez notre distributeur et tout ça. Mais c'est vraiment un mouvement, c'est juste, si les chiffres t'intéressent, chacun, je crois qu'on arrive à moins que 1000 €, puis après il faut leur payer toutes 7000 € à expert comptable, et banque et tout ça. C'est-à-dire, c'est juste pour que les livres sera là s'il y a une personne, c'est un peu plus, 50 personnes qui vont acheter un livre et qui vont avoir l'opportunité. Et maintenant, mais on va parler de ça, il y a un peu de même sentiment qu'on a eu dans l'année 90 en Israël, c'est-à-dire il y a une nouvelle génération et il y a Milena ici qui travaille sur sa thèse sur ce sujet-là, des gens juifs arabes qui encore une fois parlent de leur arabité, il y a encore une fois la musique arabe, elle est partout. On y va à Tel Aviv et on mange la cuisine palestinienne partout. Mais la différence entre l'année 90 et maintenant, que maintenant les faits sont les Palestiniens. En fait, sans dialogue. C'est-à-dire, on parle. Et c'est un phénomène que je trouve, et je pense qu'il y a vraiment faire des efforts de recherche. Et il faut qu'on sait encore de cette histoire. Mais je le trouve un peu bizarre que ça existe encore une fois, mais comme un truc israélien et israélien propre, quoi. C'est-à-dire, mais pour beaucoup de raisons. Aussi parce que même les Palestiniens citoyens d'Israël aujourd'hui, c'est-à-dire c'est plutôt pour beaucoup de monde, c'est vraiment, même idéologiquement, ils parlent de ça, nous sommes arabes, etc., mais les conflits israélo-palestiniens ne nous intéressent pas, c'est-à-dire ça existe chez certains,
Mais des autres qui ont quand même les bonnes foi, les bonnes intentions, ils organisent des trucs, mais par exemple, moi j'étais il y a un mois en Israël et quelqu'un a fait un événement sur Mahmoud Darwish et moi je savais que ça existe parce que Salah Bakri, le comédien célèbre palestinien, c'est un copain à moi, il m'a dit, tu sais, et ils m'ont invité de lire la poésie dans cet événement, mais moi j'ai refusé, je peux pas coopérer avec cette genre d'initiative à Tel Aviv. Et moi je lui dis, mais nous on a fait beaucoup d'événements comme ça avec lui, c'est-à-dire on a fait dans beaucoup des endroits dans les pays et on a lu la poésie en hébreu et en arabe ensemble, et moi et lui. Et il lui dit, mais c'était complètement différent. C'est-à-dire, on est arrivé maintenant dans un endroit au niveau des racismes quotidiens, au niveau de la difficulté d'un arabe. C'est toujours là. C'est-à-dire, toujours, on n'a pas attendu beaucoup d'arabes à Tel Aviv, c'est-à-dire à Paris, mais à Buenos Aires aussi et à chaque ville européenne. Quand on marche dans la rue, il y a des personnes qui parlent arabe. À Tel Aviv, au Caire, du Moyen-Orient, où on est complètement entouré par l'arabe, y compris une petite minorité à Jaffa qui est devenue une partie de Tel Aviv, dans la rue, on n'entend pas l'arabe, et si on parle arabe, moi ça m'arrive, tout le monde nous regarde, et maintenant, récemment, c'est devenu dangereux. Ça veut dire mes copains palestiniens, quand ils sont dans les trains, quand ils sont à Tel Aviv, ils ne répondent pas. Heureusement, maintenant, avec les technologies, on peut faire les textos. On n'a pas besoin de parler. Non, mais vraiment. Parce qu'il y avait déjà des personnes qui étaient frappées, qui étaient presque tuées, parce que c'est un arabe dans les trains. Et c'est juste pour dire qu'il y a quelque chose, mais qu'il est différent. Et je ne sais pas comment il est lié à notre activité dépassée. Et après, on ne sait jamais. Peut-être c'est juste une pause, la situation peut changer, je ne sais pas. Mais pour le moment, pour moi, au moins en tant qu'expérience personnelle, c'est une expérience très très intéressante dont on peut parler, j'espère qu'on parlera dans cette série de racontes, parce qu'on peut apprendre beaucoup, mais je ne suis pas sûre que c'est-à-dire, quand je pense à ça, je me suis dit, Mahmoud Darwish, il a eu raison. Et tout cet éditeur israélien qui m'ont dit, tu comprends rien. En fait, moi, c'était aussi un genre de résistance parce que c'est des hommes plus vieux que moi qui me disent, tu comprends rien, ça ne va pas marcher. Bon, je dois leur montrer que ça ne sera pas comme ça. Mais en fait, malheureusement, il avait raison. Et j'arrête là pour laisser un peu de temps pour des questions. Et j'espère bien que si vous partez au milieu, que vous allez revenir. J'espère. Merci beaucoup, Yael. Est-ce que je peux me donner le droit de poser la première question? C'est toi la responsable. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, non. Si, ici et là. Est-ce que chaque personne, avant de poser la question, ce sera une bonne idée de se présenter? Sauf il non, si elle a envie. Si elle a envie. C'est pas obligatoire. Vas-y. Donc, Milena. Je dois présenter quoi? Je dis quoi? Non, elle dit, si tu veux, tu peux dire, moi je suis qui? Moi je suis Milena Kartovski-Ayash, et puis entre autres, je fais un doctorat en anthropologie sur la jeune génération des artistes mizrahi en Israël et leur relation à leur arabité reconstruite ou imaginée ou vécue, et leur rapport aussi avec les Palestiniens. Moi j'avais des questions quand tu parlais du parti politique que vous avez créé avec Michel. Comment est-ce qu'il s'appelait le parti? C'est le parti Balad. Balad, voilà. Balad. Et la revue aussi. La revue s'appelle Mitzad Sheni, l'autre côté. C'était technique. Après, je te parle. C'est pas vraiment une question, je suis arrivée en retard parce que c'était pas la bonne classe.
Mais dans votre maison d'édition, c'est 1999-2009. Et après, vous êtes arrivé en France ou vous étiez déjà en France quand ça Non, en fait, je suis venue et c'était un peu par hasard et ça tombait comme ça. Mais j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour ces résidences en France à la fin de 2008. Et je suis venue pour une année et en fait, ça tombait bien parce je ne pensais pas qu'on va arrêter l'activité d'Andalous. Et c'était exactement le moment, parce qu'en fait, on a dû publier les livres de Naomi Klein avant mon année sabbatique. En fait, je pensais de ça comme mon année sabbatique. Mais les choses qui se tombaient comme ça, et en fait, j'ai fait dans cette année-là pas mal d'allers-retours. Et comme après, c'était vraiment le fait que ce bouquin-là n'était pas vendu, c'était énorme aussi au niveau des pertes. On a perdu beaucoup d'argent et on ne pourrait pas continuer. Et en même temps, c'était une année où tout le monde autour de moi, dans cette petite communauté quand même de Juifs qui ont des relations avec des Palestiniens, et tout le monde, c'était l'année début de la fin de 2008, début de 2009, c'était les Gaza. Et tout le monde était déprimé et c'était pour moi une occasion très très intéressante parce qu'on a organisé beaucoup d'événements avec Naomi Klein. On a organisé des événements à Haïfa, à Jaffa, à Ramallah, à Bil'in. Et c'était... Ok, Facebook existait, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. C'était une occasion de se trouver des centaines de personnes que je connais. De toutes les milieux différents, c'est-à-dire des méthodes politiques, de la culture, parce que quand même, c'est une grande écrivaine qui viennent pour visiter un stade, même en France, quand elle est venue, c'est des salles, on ne peut pas attendre, il y a une liste d'attente, tout ça, et même là-bas. Et tout le monde me dit, quelle chance toi être en France maintenant, si tu peux rester, rester. Si tu peux rester, reste. Et en fait, j'ai la chance. Je pourrais rester et depuis je suis là. De toute façon, on ne pourrait pas continuer. C'est-à-dire ça tombait par hasard dans ces moments-là. C'est-à-dire, j'imagine, je ne sais pas, peut-être si ce n'était pas le cas, j'aurais revenir, mais je ne suis pas sûre. C'est-à-dire, faire le retour, faire l'aider, parce que je trouvais quand même ma place ici. Je suis très contente d'être là. Je sais que tous les Français ne sont jamais contents de la France, mais pour une étrangère comme moi, je vois les côtés positifs de ce pays. Et particulièrement quand je le compare à l'endroit. Et en fait, maintenant, c'est devenu beaucoup plus difficile. C'est-à-dire, avec le temps qui passe et tout ça. Mais en même temps, je pense parce que maintenant, il y a quelques initiatives. On va parler de ça, de la traduction. Et c'est même des personnes qui m'ont... Entre elles, c'est des personnes qui m'ont prévenu que ça ne va pas marcher. Je pense qu'aujourd'hui, il fait ça juste comme un acte de résistance. C'est-à-dire, c'est des personnes qui disent, bon, j'habite ici toujours. Et la plupart, moi j'ai beaucoup de copains qui ont quitté le pays. Et il y a beaucoup de personnes que je connais qui pensent de ça. Mais ils disent, bon, je suis toujours là, j'active dans la scène culturelle, je ne peux pas. Et on a un ministre de la Culture qui a fermé la seule théâtre arabe et dans les pays. Bon, maintenant, après 6 mois, apparemment légalement, elle ne pourrait pas les faire. On va redonner le budget, mais le théâtre, il n'est plus là, parce qu'il était déjà très fragile, et des débuts et tout ça. Et il y a des prix pour la création sioniste, c'est-à-dire il y a beaucoup de mesures et de politiques très très dures. Et entre les personnes qui restent, qui toujours font la maison d'édition, pour elles, c'est un peu, ça veut dire, on voit dernièrement, c'est-à-dire, c'est toujours pas énorme, mais quand même,
quelques traductions, quelques bouquins, mais je crois que c'est vraiment les éditeurs qui sont, ok, moi je sais que je vais perdre de l'argent, mais quand même, je dois publier un bouquin comme un acte de résistance. Mais je vois bien, je suis éditrice moi-même, freelance, je vois très très bien de quoi vous parlez. Donc c'est pour l'amour de l'art et pour le combat, on va dire, parce que si financièrement on est mort, oui, bon. Mais bon, il faut garder espoir. Non, mais après, il faut aussi. C'est des petites initiatives, après on peut séparer les projets avec, voilà, si vous connaissez Farouk Marandé, ceci, cela, pas forcément une maison d'édition, mais se déployer partout. Mais je pense aussi dans l'édition, c'est très très important. Ici aussi, c'est en France, on est un peu privilégié parce qu'on a beaucoup d'aide de l'État, de la région, des CNL, c'est-à-dire il y a beaucoup de structures qui nous aident. Mais si on veut faire comme moi en Israël, c'est-à-dire il faut vraiment trouver le public, c'est-à-dire il faut avoir un équilibre entre les bouquins qu'on fait juste parce qu'on est passionné, parce qu'il faut ça doit exister, et les autres trucs qui sont un peu. Et apparemment, on ne pourrait pas les faire. C'était trop difficile, peut-être parce que moi, en fait, chaque fois quand je parle de ça, je me dis, peut-être c'est possible, mais nous, on n'a pas fait comme il faut. C'est-à-dire, ça fait des années que je révise, je me dis, non, mais peut-être il fallait faire. Mais je ne trouve pas la solution. Et en fait, quand je vois c'est quoi qui passe avec les autres, qu'on publie, en fait, nous, on avait beaucoup plus d'écho quand ils ont aujourd'hui. C'est-à-dire, au moins au niveau de la presse, et même au niveau des bibliothèques, on a réussi beaucoup plus que les précédentes et beaucoup plus que les personnes qui ont fait après nous. Mais avec tout ça, on n'a pas trouvé le public. Encore une question. Merci beaucoup pour votre exposé. Je m'appelle Yohan Tayeb, je suis un ancien étudiant du cours en arabe et en hébreu, et aujourd'hui j'enseigne l'arabe ici en région parisienne. D'abord, une remarque, une question en fait. Disons que le caractère extrêmement réduit du public des romans que vous avez édités, est-ce qu'il n'est pas lié au fait qu'il y a en Israël une sensibilité réduite à la littérature étrangère de manière générale? C'est rien. Mais est-ce que c'est pas lié aussi au fait, au rayonnement très faible de la littérature arabe dans le monde? C'est une littérature qui est de très grande qualité, mais elle est de toute façon peu diffusée. Elle est très peu connue. Est-ce qu'il n'y a pas ces deux facteurs-là qui sont à ajouter, bien sûr, à une espèce de défiance culturelle des Israéliens vis-à-vis de la culture arabe? Évidemment, mais je pense que c'est pas étrange, c'est-à-dire c'est pas des autres facteurs, c'est-à-dire ils sont tous liés, c'est-à-dire mais moi je le trouve beaucoup plus triste quand c'est en Israël. Moi je pense que le fait qu'on est très peu exposé à la littérature arabe en Europe, c'est un grand dommage. C'est-à-dire c'est pas normal, et c'est lié beaucoup avec les rapports coloniaux, avec l'orientalisme et tout ça. Mais je le trouve beaucoup plus bizarre quand il s'agit d'un pays. Vous étiez là des débuts, quand je parlais de démographie un peu? Non. En fait, non, ça, tout va bien. Mais je voudrais dire que je le trouve un peu bizarre quand il s'agit d'un pays où la plupart des personnes sont d'origine arabe. C'est-à-dire qu'on en parle vraiment d'origine linguistique et culturelle arabe. Ok, après d'origine arabe, c'est une question, c'est quoi? Mais si on définit, parce que pour moi, arabe, quand on parle de quelqu'un, on dit c'est un arabe, c'est par sa langue et c'est sa culture. Et d'abord, c'est pour ça que je trouve. Mais aussi, si on compare, c'est-à-dire, et ça, je vais le faire parce que je travaille un peu, c'était un boulot alimentaire, c'est intéressant.
j'ai travaillé sur la traduction de l'hébreu et vers l'hébreu des langues européennes et arabes et les arabes hébreux turcs. J'ai les chiffres, les tableaux et les noms et tout ça. En fait, quand on regarde cet champ, d'abord, et par exemple, dans la même période où on a eu 40 ouvrages qui étaient traduits de l'arabe en hébreu, on a eu plus que 400. Je parle de la littérature, en fait j'ai dû le mentionner, mais je parle de la littérature arabe moderne. On a eu plus que 400 ouvrages qui étaient traduits vers le français. Okay? C'est-à-dire, c'est vraiment, la différence est énorme. Et entre la plupart des ouvrages, personne, c'est-à-dire, moi, quand j'ai commencé à 99, j'ai trouvé rien. C'est-à-dire, on pourrait entrer à la librairie, est-ce qu'on peut avoir un ouvrage, une traduction de la littérature arabe, pas sur les rayons, mais aussi pas dans l'ordinateur où on peut appeler les distributeurs pour l'avoir. C'était zéro. Et ça, et c'est un peu surprenant, mais en fait, on traduit plus en espagnol de l'arabe qu'en français. Et je crois que aussi italien, vers l'italien. Mais en espagnol, je suis sûre. Ça veut dire les chiffres est plus important. Et ça, mais oui, je suis d'accord. Je pense qu'il fallait traduire beaucoup plus que ça. Après, c'est très très intéressant. Comme je disais, on va parler de ça plus en détail. Mais il y a beaucoup, ça veut dire en Israël, c'est plutôt comme en France qu'aux États-Unis. C'est-à-dire la place de la littérature étrangère est très très forte. C'est-à-dire dans les listes des best-sellers, des fois les 3 premières peuvent être la littérature étrangère. C'est pas du tout, c'est-à-dire c'est une partie importante. Et après c'est important, c'est intéressant de voir comment moi j'imagine, je vais pas dire tout, j'imagine, mais nous on est grandi. C'est-à-dire moi j'ai lu toute la littérature française en hébreu. C'est-à-dire toutes les classiques. J'ai lu toute la littérature russe en hébreu. C'est-à-dire, et beaucoup de la littérature allemande, mais vraiment tous les grands écrivains. Mais Pas tout, quand même. non, mais non. Il n'y avait pas eu à notre époque, on est de la même génération, il n'y a pas énormément. Il y avait énormément. Pas énormément, mais bon. Mais tous les grands écrivains connus, je crois qu'ils étaient. On était au lycée, il n'y avait pas énormément de livres. J'ai les chiffres, mais moi je trouve que ça veut dire quand on parle d'écrivains et célébrités, ça changeait beaucoup. C'est-à-dire aujourd'hui on traduit beaucoup moins. Il y avait beaucoup de classiques qui étaient avant, et on traduit beaucoup plus d'anglais vers l'hébreu que les français, l'allemand et tout ça. Ça veut dire qu'il y a un changement. Il y a des modes ici, il y a des modes dans la traduction. Non, mais si tu regardes par exemple les Sifrei si tu regardes un Sifrei Hadassah, c'est-à-dire toute cette série, la place de la traduction, on parle vraiment des éditeurs qui vendent beaucoup, qui à l'époque, mais ça c'est avant, ça veut dire il y a 50 ans, il y avait vraiment des abonnés où ils ont vendu des dizaines de milliers d'exemplaires. Il y a beaucoup de la littérature étrangère dedans. J'imagine par exemple Roman Gary en hébreu, c'est un bouquin qui était à l'époque, il a passé des 100 000 exemplaires. Et il ne faut pas négliger son origine, il ne faut pas non plus négliger pourquoi il a été séduit. Non, mais c'est pas fait, mais même si on va, je sais pas quoi, à Balzac et Molière, c'est-à-dire les trucs plus classiques, même au niveau de la littérature des enfants. Moi, par exemple, c'est-à-dire il y avait beaucoup de traductions. C'est-à-dire la traduction est importante dans les marchés et même au lycée. C'est-à-dire qu'il y a un rôle important à l'époque. Il y avait la littérature et la traduction
quand on parle de la littérature en général, c'est beaucoup des fois de la traduction. Ça, c'est aussi un truc intéressant. C'est-à-dire, à l'université, quand on a pris la littérature comparative literature, et la littérature arabe, elle n'est jamais là. Et ça, c'est aussi, moi ça m'arrivait de parler de ces sujets beaucoup de fois en Israël. Et en fait, je posais la question à même des personnes qui m'ont dit: ah, c'est formidable, votre projet, c'est très très important, et bravo et tout ça. Après, je lui dis: mais vous enseignez la littérature. Est-ce que vous avez jamais... Non, il n'a pas pensé de ça. De toute façon, j'imagine qu'il fait presque 18... Est-ce qu'il y a encore une question? Peut-être que vous avez mentionné les universités. Est-ce que vous avez eu des contacts avec des départements de littérature arabe? À l'époque, on a eu un peu de contact, c'est-à-dire on a fait un événement à Beersheba, par exemple, qui c'est un département plus ouvert que l'autre, même j'ai eu un prix là-bas, ça m'a arrivé. Mais après, c'est un peu, bon, c'est un sujet, on peut parler dehors, on peut continuer dans une autre fois à parler de ça. C'est aussi intéressant. Moi, c'est des questions, en fait, j'espère que tu vas développer ça dans les parcours qui vont arriver. C'est deux choses. Tout à l'heure, tu as dit, nous luttions contre la normalisation et en même temps, nous étions en train d'œuvrer à la normalisation de l'arabe au sein de la société israélienne. Je trouve que cette phrase, elle mériterait vraiment d'être réfléchie, tu vois, surtout à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui. Et quand tu proposes une comparaison entre la génération des années 90, donc aussi avec le Keshet, tout ce que tu as créé, toi, et ce qui se passe aujourd'hui, on n'est pas du tout dans le même contexte politique. Et quand on parle de normalisation, là, il y a le bouquin justement hébreu-arabe de poésie qu'a coédité Al-Mokber qui vient de sortir après 6 ans de travail quand même, comme tu le sais. Et la plupart des auteurs palestiniens qui se sont dédiés, puisqu'il y a eu la guerre en 2014, et la difficulté de cette édition qui a été quand même assez minime et peu relayée, et cet empêchement finalement de collaborer ensemble. Et il y a un autre phénomène que je trouve intéressant dans l'édition, c'est ce qui se passe avec Ars Poetica, où ils n'écrivent pas en arabe, mais où il y a l'usage de certains mots en arabe ou de darija marocain dans la langue et qui se vendent excessivement bien dans les librairies, comme tu le sais. Je pense au livre d'Adi Kessar ou de Roy Hassan, où il y a une vraie demande. Oui, moi je propose de les développer dans une autre fois, mais oui. Et en fait, particulièrement sur ce sujet de normalisation, j'ai beaucoup de choses à dire. On va les dire. On va les dire.